Lorsqu'ils envahissent l'Allemagne au printemps 1945, les Britanniques, les Français et les Russes découvrent toute l'étendue des crimes nazis. Les rescapés des camps de concentration leur racontent l'enfer qu'ils ont vécu. Je n'ai pas supporté, je suis parti. J'en ai écouté quelques-uns et j'ai craqué. Dans les palais nazis en ruine, les officiers alliés traquent la bête immonde et les derniers représentants du Troisième Reich. Mais quel sort réserve-t-il au peuple allemand? L'image de l'Allemagne était celle de l'Allemagne nazie. Un régime meurtrier que la grande majorité de la population avait soutenu. Les Allemands eux-mêmes. Tel est le plus grand problème des vainqueurs. Que pouvions-nous faire? C'était la masse populaire, les citoyens allemands. Si les principaux collaborateurs d'Hitler sont rapidement jugés, la chasse aux criminels de guerre et aux nazis en fuite ne fait que commencer. Mais l'heure est à la reconstruction. On voulait créer quelque chose de nouveau et de différent. Les Alliés misent sur les enfants et les jeunes pour bâtir une nouvelle pensée, une nouvelle culture, un nouveau système politique. Seule la rééducation et la démocratie peuvent permettre à l'Allemagne vaincue de rejoindre la communauté des nations. Fallait-il les supprimer définitivement? Les tuer tous? Ou leur donner l'envie et l'opportunité de mener une vie meilleure? Mais cela ne s'est pas fait en un jour et les ombres du passé n'ont jamais totalement disparu. Avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y avait 1 demi-million de Juifs en Allemagne. En 1945, ils ne sont que quelques milliers à sortir des camps de concentration. Dans des synagogues de fortune, les rescapés et leurs libérateurs entonnent ensemble les prières traditionnelles. Je suis resté là et j'ai prié au milieu de tous ces gens. Bien sûr, ils me regardaient. Ils voyaient un officier américain qu'ils considéraient comme un libérateur et qui semblait parfaitement à l'aise avec un rituel juif orthodoxe. J'ai quitté la synagogue et une fois dehors, beaucoup de gens sont venus me voir pour me raconter leur histoire. Ces histoires étaient si semblables et en même temps si différentes, elles étaient si poignantes que j'ai été lâche, je n'ai pas supporté, je suis parti. J'en ai écouté quelques-uns et j'ai craqué, je me suis enfui. Au fil de leur progression, les forces alliées libèrent les camps de concentration. La plupart des anciens détenus quittent l'Allemagne. Ceux qui choisissent de rester ne peuvent échapper au passé ni à la Shoah. Rolf Abrahamsson est l'un d'entre eux. À sa libération, il regagne Marl, sa ville natale, dans le bassin de la Ruhr. Il a perdu toute sa famille. Sa mère est morte dans le camp, sous ses yeux. Son père a été assassiné par les nazis dans un autre camp, tout comme son frère. Pour ce premier Noël, j'ai voulu faire ce que faisait toujours ma mère. J'ai joué des chants de Noël chrétiens au piano. J'ai eu une enfance merveilleuse et c'est pour cette raison que j'ai survécu. J'ai pensé à mon père et à ma mère. Après la guerre, Rolf Abrahamsson reprend le magasin de tissus de ses parents. Les anciens employés l'aident à remettre les affaires en route. Il veut profiter de ce premier Noël pour les remercier.
Désolé. Je pensais jouer des chants de Noël comme le faisait ma mère. Mais j'ai eu un tel accès de paranoïa et une telle crise de larmes qu'on n'a jamais recommencé. Je n'ai plus jamais organisé de fête de Noël. Il a 13 ans lors de la nuit de cristal, le 9 novembre 1938. Après l'avoir forcé à regarder son père se faire battre jusqu'au sang, les nazis incendient la maison de ses parents dans l'Ohstrasse. La famille est d'abord arrêtée et emprisonnée, puis forcée de quitter la ville. Lorsqu'il revient à Marl après la guerre, il croise un des tortionnaires. Un jour, j'avais été à Marl et je revenais à Recklinghausen en voiture. Je suis tombé sur un homme qui essayait d'aller à Herne en autostop. Je me suis dit, c'est une route de campagne déserte. Il est unijambiste. Arrête-toi. En chemin, il a évoqué le 9 novembre 1938. Il a raconté qu'il avait bu et mangé avec des amis qui lui avaient donné rendez-vous dans l'Ohstrasse le lendemain matin, en lui promettant du spectacle. Quand il est arrivé, la boutique était déjà en feu. Ils l'ont fait monter à l'étage. Il a dit « Vous n'imaginez pas, l'appartement des Abrahamsohn était répugnant de saleté. » J'ai ouvert la portière très calmement en disant « Dommage qu'il vous reste encore une jambe. Dehors. » Mes parents n'étaient pas sales. Et je l'ai laissé sur le bord de la route. « 1947. Une grande partie de la main-d'œuvre forcée du Reich a choisi de rester sur place. Beaucoup de gens ne veulent pas retourner à l'Est, dans une Europe désormais sous la coupe des communistes. Les rescapés juifs ont investi les anciennes casernes nazies. Ils y vivent coupés des ruines du monde extérieur. Aucun d'eux ne compte rester. Ils espèrent tous fuir l'Allemagne et l'Europe. La plupart partagent un même rêve, la Palestine, Israël, la création d'un État juif. Les autorités des zones d'occupation américaines, françaises et même soviétiques ne s'opposent pas à l'activisme sioniste. Seuls, les Britanniques interdisent leurs meetings. En tant que mandataires de la Société des Nations au Moyen-Orient, ils font tout pour les empêcher de rejoindre la terre promise. Mais les sionistes ne se laissent pas décourager. Ils créent même un kibbutz chez un ancien bourreau. Ces étudiants agricoles sont sur l'exploitation de Julius Streicher, un antisémite notoire qu'on a pendu. Ils sèment les graines d'une saison lointaine qu'ils appellent de leur vœu, peut-être en Palestine. D'autres rêvent de partir en Amérique. Les associations humanitaires telles que l'American Jewish Joint prennent en charge les rescapés des camps. Elles dispensent des cours et tentent de leur redonner espoir. Les États-Unis se disent prêts à accueillir 35 000 juifs, une promesse qui restera lettre morte. Mais où sont les coupables? Les libérateurs ne peuvent pas lire dans l'esprit des Allemands. Où sont tous ceux qui criaient avec enthousiasme « Heil Hitler » ? Que sont devenus les millions de membres du Parti national-socialiste? Où sont les gens qui ont dénoncé, persécuté et exterminé les Juifs? On se méfiait des Allemands en général. L'image de l'Allemagne était celle de l'Allemagne nazie. Un régime meurtrier que la grande majorité de la population avait soutenu. Au début, on n'avait pas confiance. On n'efface pas 12 ans de national-socialisme en un jour. Les sondages des Alliés révèlent que la plupart des gens considèrent le nazisme comme une bonne idée mal appliquée. Pour un tiers des Allemands, il ne faut pas donner aux Juifs les mêmes droits que les autres.
Les vainqueurs ont divisé le pays en 4 zones. Dans chacune d'elles, on veut s'employer à punir ceux qui ont activement soutenu le Troisième Reich. On commence par jeter à bas les symboles d'un parti au pouvoir depuis plus de 20 ans. Les effigies du Führer sont détruites. Dans le palais de justice de Nuremberg, un tribunal international doit juger les dirigeants nazis. C'est l'une des dernières actions conjointes des Alliés. Dans la ville allemande de Nuremberg, dévastée par les bombes alliées, un tribunal en ruine se dresse, tel un monument macabre à la vaine tentative des nazis de conquérir le monde. Au milieu des décombres de l'ancien bastion d'Hitler, le juge Robert H. Jackson, membre américain de la Cour qui jugera les criminels de guerre nazis, inspecte les lieux. Dans le tribunal savamment pilonné par nos bombardiers, les réparations nécessaires sont effectuées par les prisonniers de guerre allemands. Entre la salle d'audience et la prison voisine, un long passage couvert est bâti pour conduire au tribunal les grands pontes nazis. Pour la première fois de l'histoire, le tribunal de Nuremberg juge également des crimes contre l'humanité. Le génocide devient une notion de droit. Sur 22 accusés, 12 sont condamnés à mort. Les autres sont envoyés en prison ou acquittés. Difficile d'administrer la justice dans un État qui n'existe plus. Beaucoup d'Allemands dénoncent une justice des vainqueurs. Des dizaines de condamnations à mort sont prononcées lors de procès ultérieurs dans les 4 zones. Les Alliés tiennent à montrer que l'horreur nazie est enfin punie. Dans leur quartier général de Francfort, les Américains entament un processus de dénazification intensive. Tous les Allemands doivent rendre des comptes et, le cas échéant, payer pour leurs méfaits. Il faut en passer par là pour réintégrer la société. La population est divisée en 4 catégories. Les grands criminels, les petits délinquants, les suiveurs et les innocents. Le CIC, le service de contre-espionnage, remplissait le rôle du FBI. Il enquêtait sur les antécédents, les casiers judiciaires, la carte de membre du parti. Et au sein du parti nazi, il y avait le SD, la SS, etc. On avait accès à tous ces renseignements à Berlin. Alors que les prisonniers descendent, l'immensité de la tâche du gouvernement militaire, ici et partout en Allemagne, est soudain illustrée par l'un d'entre eux. Un surhomme arien, bouffi d'arrogance. Comme des milliers de ses compatriotes, il reste contaminé. Tout le problème est là. Il ne fait même pas semblant, il ne prétend pas être guéri. Il fanfaronne comme le caïd de pacotille qu'il croit être. Même ici, en prison et sous bonne garde, devant l'Allemand respectable qui l'interroge, cet homme-là sera toujours un nazi. Les Américains commencent la chasse aux nazis. Ils fouillent les appartements, les commerces, les banques, sans prendre de gants. Mes parents avaient un coffre à la banque et un jour, ils ont reçu une lettre. Les Américains exigeaient l'ouverture de tous les coffres. Ils voulaient savoir ce qu'ils contenaient. Dieu seul sait ce qu'ils pensaient que les gens cachaient là-dedans. Ma mère m'a donné une procuration pour ouvrir le coffre. Je me suis rendue à la banque où j'ai été accueillie par 2 Américains armés de mitraillettes et par une interprète allemande, une femme de Würzburg que je connaissais. Je me suis dit, tout va bien, ils ne vont rien te prendre. On a ouvert le coffre et j'ai étalé tout ce qu'il contenait sur la table. Il y avait les bijoux de ma mère,
des titres d'action sans valeur et les vieilles médailles militaires de mon père. Marlies Plaster est issue d'une famille conservatrice. Son père était officier pendant la Première Guerre mondiale et elle a elle-même été chef de groupe au sein de la BDM, équivalent féminin des jeunesses hitlériennes. Son attitude à l'égard des forces d'occupation est hostile. On n'était pas pour le national-socialisme, mais pour le nationalisme allemand. Il y a une différence. Son père a perdu son travail après avoir refusé de jurer fidélité à Hitler. Mais la famille supporte mal la défaite de l'Allemagne. Mon père avait reçu la plus haute distinction militaire de Bavière pendant la Première Guerre mondiale. Il m'avait dit « Rapporte-moi la médaille. Si tu reviens sans elle, Dieu seul sait ce que je te ferai. » Je pensais que les Américains allaient sauter dessus. Mais non, ils ont regardé les bijoux et ils ont dit à l'interprète de prendre quelque chose pour elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Le soldat a jeté la médaille par terre et j'ai dû m'agenouiller pour la récupérer. J'ai pu la rapporter à la maison. On était tout simplement humiliés. On avait perdu la guerre et ces humiliations étaient insupportables pour nous, les jeunes. Savoir qu'on dépendait d'eux et qu'il fallait leur obéir. On était à la merci des occupants. C'était affreux. Beaucoup d'Allemands sont réticents envers ces libérateurs qui enquêtent sur leur passé. Chacun doit remplir un questionnaire détaillé sur sa situation vis-à-vis du parti, son engagement politique et ses agissements avant 1945. À quel organisme nazi avez-vous adhéré, monsieur? Comment avez-vous gagné votre vie, madame? Avez-vous combattu les nazis? Si oui, comment? Le travail est dur et les Allemands sont cyniques. Dans la seule zone américaine, plus de 12 millions de questionnaires sont remplis. Les Allemands doivent coucher leur vie sur le papier. Nous avions les mêmes questionnaires en zone française que les Allemands remplissaient avec la vérité ou avec des prétentions. Nous, au point de vue universitaire, on n'a pas donné tellement d'attention à ces questionnaires. On préférait des relations directes. Et les grands nazis, on les connaissait, la population s'est dépêchée de nous les faire connaître. Le nouvel ordre est lent à se mettre en place dans l'Allemagne d'après-guerre. Criminels de guerre et tortionnaires nazis n'ont qu'à passer d'une zone d'occupation à l'autre pour se faire oublier. Dans un pays où les disparus se comptent par millions et où chacun cherche des amis et des parents, les opportunités de repartir à zéro ne manquent pas. Les occupants ont du mal à trouver des gens dignes de confiance. Pourtant, ils ont besoin des Allemands, par exemple pour relancer la presse. Ce sont les emplois les plus recherchés. À l'époque, le GI Gene Mater recrutait des journalistes pour les nouveaux quotidiens. Il avait dans les 30 ans. Et il était très intelligent. Il rêvait de travailler dans un journal. Il n'avait aucune expérience, mais il en rêvait. On a longuement parlé et j'ai trouvé qu'il avait l'air bien. J'étais sûr que je pouvais lui trouver un emploi quelque part. Mais j'avais un collègue des services de renseignement à qui il n'inspirait pas confiance. Une intuition. Il a fouillé un peu partout et il a fini par trouver un dossier montrant que ce type était un ancien SS. Il avait fait partie d'une unité de propagande. Les Américains soumettent leurs accusations au jeune homme. Je l'ai fait venir et je lui ai lu son numéro du parti en lui demandant ce que ça signifiait. Il a répondu « Rien ». J'ai insisté « Nous savons ». Il a dit « Ce n'est pas vrai ».
Mais on avait des photos de lui, parce qu'il s'était marié alors qu'il était dans la SS. Pour avoir la permission de se marier, les futurs époux devaient remplir un questionnaire. On avait donc des photos de lui en uniforme et un document où il avait écrit de sa propre main qu'il était SS. Alors, on l'a arrêté et il a été jugé. Pour les Alliés, la dénazification des zones occidentales tourne rapidement au casse-tête. Et ils finissent par déléguer la tâche aux Allemands, chargés de débusquer et de punir eux-mêmes les coupables. Une nouvelle loi est votée à cet effet. Lors d'une cérémonie officielle à Munich, la loi dite pour la libération du national-socialisme et du militarisme est signée. Cette loi permet aux suiveurs de payer une amende au fonds de restitution ou de travailler bénévolement afin de rejoindre les rangs de ceux qui œuvrent à la reconstruction démocratique. C'est dans la zone soviétique que les mesures de dénazification sont les plus dures. Particulièrement inflexibles, les Russes privent les nazis de leur emploi, puis les jugent et les envoient dans des camps d'internement. Pour leur échapper, des centaines de milliers de personnes gagnent les zones occidentales. Pourtant, il restait encore énormément de nazis, des membres du Parti national-socialiste. C'était un vrai problème. Que pouvions-nous faire? C'était la masse populaire, les citoyens allemands. Alors, les autorités militaires soviétiques finissent elles aussi par confier la dénazification aux Allemands. Mais la purge ne concerne pas uniquement le nazisme, elle s'étend à tous ceux qui refusent de se soumettre au régime de Staline. Suiveurs ou criminels, c'est ce qu'on décide ici. L'État contre M. Fritz Baer à Pankow. Vous étiez membre du parti. Quand avez-vous adhéré, M. Baer? Les jurés ont du mal à acquitter cet homme. Dans la zone soviétique, le châtiment est souvent arbitraire. Il peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Une simple dénonciation suffit parfois pour qu'un ancien membre de la jeunesse hitlérienne atterrisse dans les camps spéciaux du NKVD. Les conditions de vie y sont très dures, beaucoup n'en reviennent pas. Une nuit, j'ai entendu un terrible vacarme. Je me suis dit, quoi encore? 7 détenus s'étaient échappés. Rudi Penne était le chef des jeunesses hitlériennes de son village, près de Magdebourg. Emprisonné en 1945, il est envoyé au camp soviétique de Posen. Posen, c'était l'enfer. On vivait dans des baraquements. Pour punir une évasion collective, le commandant du camp prend des mesures de représailles. Il décide de faire abattre 2 détenus pour chaque évadé. Je ne sais pas pourquoi, mais un des officiers s'est dirigé droit sur moi. Je me suis dit, ça y est. En effet, 7 hommes s'étaient échappés et ils ont pris 14 d'entre nous. Ils nous ont donné des pelles et des bêches et on est parti dans la forêt. Ensuite, le sergent, c'était peut-être un officier, je ne me souviens plus, a délimité une surface. 1, 2, 3, 4, sur 12 mètres.
et il nous a dit de creuser. On devait creuser notre propre tombe. Vous imaginez un peu ce qui se passait dans notre tête. On ne pouvait pas bouger, on tremblait comme des feuilles. On était trop lent à son goût, il nous a dit d'accélérer. Je ne sais pas combien de temps on a creusé. Et puis 2 d'entre nous sont tombés. Ils les ont achevés. Bang, bang. On était encore en train de creuser quand un messager de l'armée russe est arrivé et nous a dit d'arrêter et de repartir en rang 2 par 2. On est rentré en courant aussi vite qu'on pouvait. Plus tard, on a découvert qu'une unité de la Croix-Rouge venait d'arriver. Ils voulaient faire une inspection du camp et assister à l'appel. Or, nous n'étions pas là. Rudi Peine passe 3 ans en camp d'internement. 3 longues années marquées par les privations. À sa libération, comme des millions d'autres prisonniers de guerre, il part retrouver sa famille. Après avoir voyagé plusieurs semaines, il arrive enfin dans son village natal. Mais la dernière étape est la plus difficile. Mon père et ma mère sont venus à ma rencontre. On était tellement heureux. Et puis, on est entré dans la maison et j'ai dû décrocher pendant un moment. Je passais des heures assis, tout seul, dans le salon. Je ne pouvais pas parler et je ne le voulais pas. Et puis j'ai fini par réaliser que la vie était redevenue normale. Je n'avais plus besoin de vivre comme un animal. Ça a pris du temps. Dans les zones occidentales, les Allemands acceptent la dénazification comme ils acceptent les forces d'occupation, avec une résignation teintée d'exaspération. L'appareil judiciaire des Alliés manque de rigueur et d'objectivité. Certaines affaires s'éternisent des années, en particulier les cas compliqués. On ne punit que les gens ordinaires, les gros poissons ne craignent rien. C'est ce que pense la grande majorité de la population. L'Allemagne veut tirer un trait sur son passé, mais les vainqueurs restent méfiants. En 1947, l'émission d'actualité américaine March of Time dresse un portrait pessimiste du pays. Les Américains voient bien que les Allemands sont encore loin de songer à une vie paisible dans le respect de la loi. La police militaire a fort à faire avec les trafiquants qui passent clandestinement des armes aux derniers groupuscules nazis. L'Allemagne apparaît comme le paradis des gangsters politiques. C'est le reflet de l'opinion populaire. Dans les caves des villes en ruine se terrent des bandes du Werwolf, de jeunes fanatiques qui idolâtraient littéralement Hitler et continuent à rêver d'un Reich nazi plus fort que jamais. Mais la réalité est tout autre. Je ne croyais pas du tout au Werwolf. Les activités contre les Américains et le reste des Alliés étaient très limitées. De temps en temps, une voiture explosait à Stuttgart, où j'étais en poste. Mais rien de plus. Il n'y avait pas de Werwolf. Et il n'y en a jamais eu.
Il y a bien des attaques contre les autorités d'occupation, mais les responsables sont sévèrement punis. À Stuttgart, un tribunal militaire américain a rendu son verdict contre les 11 auteurs des attentats contre les tribunaux de dénazification. Le procès a mis en évidence une génération empoisonnée, des jeunes gens imprégnés de la doctrine nationale-socialiste et qui n'avaient d'autre but dans la vie que la violence et la destruction. La Cour a condamné le principal accusé, Siegfried Gabus, 23 ans, à la mort par pendaison. Son avocat l'a décrit comme un pur produit de l'éducation nazie. 9 des inculpés ont moins de 20 ans. En fait, le chef du groupe doit sa survie à un problème technique avec la potence. Gabus et ses amis ont passé plusieurs années en prison avant d'être graciés par un tribunal allemand. Dans la zone d'occupation soviétique, le simple fait de sortir armé est puni de mort. C'était un groupe de jeunes gens qui refusaient ostensiblement d'apprendre le russe. Et ce n'est pas tout. Il semble bien que personne n'était au courant dans leur entourage, mais ils récupéraient aussi toutes les armes qu'ils pouvaient trouver. Et il y en avait beaucoup dans les premiers mois de l'après-guerre. C'est difficile à concevoir aujourd'hui. Ancien prisonnier de guerre, Mikhail Tchernenko sert d'interprète aux forces soviétiques qui luttent contre ces poches de résistance. Ils avaient caché les armes sous les toits, dans un grenier auquel on accédait depuis la chambre de l'un d'entre eux. Les soldats fouillent la maison où ils soupçonnent que des armes sont cachées. Le garçon est le fils d'un médecin réputé qui ne se doute de rien et proteste de son innocence. Mais il déchante vite. Ils sont montés au grenier et ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Dissimulés sous des capotes militaires, il y avait des fusils, des lance-roquettes anti-chars, des grenades. Ils ont tout descendu par la trappe. Le docteur a fait un malaise. Il a fallu le ranimer. Il tombait des nues. La mère aussi a failli mourir de peur. Malheureusement, l'occupation dépend du gouvernement militaire. Et quand on enfreint la loi militaire en stockant des armes, on s'expose à mourir. C'est comme ça. La zone américaine a ses propres camps où les membres de la terrible SS, les fonctionnaires du parti et les principales figures du Troisième Reich ont été internés à la fin de la guerre. À l'époque, les Américains étaient décidés à poursuivre les nazis sans relâche. Mais 2 ans plus tard, leur ardeur est retombée. Au camp de Darmstadt, 11 000 hommes attendent toujours leur procès de dénazification. Les Américains ont confié la gestion du camp aux Allemands. Les détenus peuvent facilement s'éclipser de temps à autre avec la complicité d'une partie de la population. Ils sont employés à la reconstruction de Darmstadt. Il y avait des commandos qui partaient chaque matin en camion pour aller poser les rails du tram. Je suis allé voir le responsable des camions. Il était prisonnier, lui aussi. C'était un détenu. Je lui ai dit que je voulais sortir pour voir Darmstadt. Il a répondu « rien de plus facile ». Ancien officier de la Waffen-SS, Erich Heller avait des centaines d'hommes sous ses ordres et il a donc automatiquement été arrêté et interné par les Américains. Le camion a quitté le camp. Tout le monde s'est mis au travail. Et puis quelqu'un m'a fait signe. Tu peux y aller.
Mais bien sûr, je ne connaissais pas du tout la ville et je portais encore mon uniforme. J'ai dit que je ne pouvais pas me promener avec cet uniforme. On m'a répondu « Non, effectivement, tu vas aller dans cette maison là-bas et tu vas demander à parler à Madame Untel. » La femme m'a dit « Voici des vêtements. Regarde ce qui te va et laisse tes affaires ici. » Il y avait 1 ou 2 piles de vêtements de prisonniers. J'ai trouvé quelque chose à ma taille. J'ai mis un pantalon, une chemise, et ainsi de suite. Elle a dit « Fais-moi voir, c'est parfait. Où veux-tu aller ?» Je lui ai indiqué le nom de la rue. Après, j'ai marché dans les rues. Darmstadt était encore en ruine. J'ai pris plaisir à déambuler dans la ville, car je savais que je ne risquais rien, je le sentais. Je n'ai pas vu de policiers, juste quelques Américains. Ceux-là ont commencé à les connaître. Personne n'a rien vu, rien. Le lendemain, Erich Heller regagne la maison de la femme inconnue qui lui rend son uniforme. Il revient au camp au milieu d'un commando de détenus et part tranquillement se coucher dans sa tente. Personne n'a rien remarqué. J'ai fait 3 ou 4 sorties comme ça. Parfois, les officiers américains me disaient « Alors, monsieur Heller, vous n'étiez pas là ces derniers jours ?» Et je leur répondais « Non, j'avais autre chose à faire. » Bientôt, il est libéré. Lors de son procès, il est aidé par un rapport élogieux de l'administration du camp. Bien qu'initialement rangé dans la catégorie des activistes nazis, il écope d'une peine modérée. Il est condamné à payer une amende de 500 marks et à se cantonner à des tâches subalternes pendant 2 ans, après quoi il peut postuler à de meilleurs emplois. Il y avait une offre d'embauche dans le Darmstadt Echo. On cherchait un manutentionnaire chez un marchand de charbon. J'y suis allé avec ma vieille veste d'officier toute usée. Quand je suis arrivé, il y avait déjà 30 personnes qui attendaient. Je me suis dit que c'était mal parti. Au bout d'un moment, un homme est sorti du bureau et nous a demandé de nous aligner. Et c'est ce qu'on a fait. Il nous a longuement observés et j'ai vu qu'il regardait vers moi. Il m'a fait signe en disant « Venez avec moi, s'il vous plaît ». Je suis entré dans son bureau et je me suis présenté. Erich Heller. Il a demandé « Vous étiez officier ?» Exact. La veste vient de mon uniforme de la SS. Ah oui, alors vous êtes l'homme qu'il me faut. La Waffen-SS était considérée comme un corps d'hommes fiables. Les gens continuaient à avoir du respect pour eux. Erich Heller est passé entre les mailles du filet sans jamais renier son passé de nazi. Et il est retombé sur ses pieds. Peu à peu, les autorités d'occupation deviennent plus pragmatiques. Comme le dit le commandant en chef des forces britanniques, le maréchal Montgomery, « Dans ce pays en ruine, on ne peut rien faire sans l'aide de travailleurs allemands qualifiés. » Les industriels allemands ont largement contribué à l'effort de guerre en consacrant l'intégralité de leur production au projet d'Hitler. À présent, ils offrent leurs services aux Alliés qui s'empressent d'accepter. À Heinrich Nordhoff,
ancien grand patron de l'industrie chargé de la production des camions militaires, est interdit de séjour dans la zone américaine. Mais les Britanniques acceptent volontiers son aide. Nordhoff remet sur pied l'usine Volkswagen détruite. Il gère ce gigantesque chantier avec la même efficacité que la production de guerre. Partout, on réclame des spécialistes, ingénieurs, avocats, médecins. Il y avait un ophtalmologue qu'on avait interné parce qu'il était un grand dans les SS. Enfin, on n'a jamais su si c'était pas fictif parce que les SS donnaient des grades à des gens importants sans qu'ils soient de véritables SS. Mais nous l'avions interné dans un camp qui existait à quelques kilomètres de Fribourg, mais qui était destiné à enfermer les grands nazis de toute la zone française. Et comme c'était un grand spécialiste, qu'il a été l'un des premiers à faire des greffes sur les yeux, il a fallu, au bout de 3 jours, le ressortir parce qu'il fallait qu'il opère même des personnalités françaises de l'occupation. Nos ennemis sont parfois plus familiers que nos amis. Le prince von Stolberg-Stolberg et sa famille sont des parents éloignés de la famille royale britannique. Sur ordre venu d'en haut, l'unité de Harry Henshaw est chargée de les tirer des griffes des soviétiques. Le prince et la princesse étaient les plus inquiets parce qu'ils savaient que les Russes étaient en route. Mais personne ne savait exactement où ils étaient, parce qu'on n'avait aucun contact avec l'Est de l'Allemagne. Dans le palais de la petite ville allemande de Stolberg, les soldats anglais s'empressent de réunir les affaires du prince, inquiets de voir les Russes débarquer. Est-ce qu'ils allaient nous arrêter et nous envoyer en Sibérie? On n'arrêtait pas d'y penser. On entendait parler de gens qui disparaissaient mystérieusement. Bref, on a entassé tous les livres et tous les trésors dans les camions. Et ensuite, on a fait venir un autre camion pour toute la famille. En sortant de la ville, ils croisent les premiers chars soviétiques. Harry Henshaw a le cœur qui bat. On les a salués et ils nous ont salués aussi. Ils ne savaient pas qui on était ni ce qu'on faisait là, car ils n'ont pas vu ce qu'il y avait dans les camions. Le sauvetage organisé par la couronne britannique est un succès. Le lendemain matin, on a tous défilé sur la place du marché. Notre capitaine était devant nous. C'est lui qui donnait les ordres. Tout d'un coup, le prince et la princesse sont sortis de l'hôtel où on les avait installés. Ils sont arrivés sur la place du marché, ils sont venus voir le capitaine et ils l'ont pris dans leurs bras. La princesse pleurait. Et nous aussi. Staline a dit « Les Hitler ne font que passer, le peuple allemand reste ». Dans la zone soviétique aussi, les qualifications médicales comptent parfois davantage qu'un passé nazi, surtout quand un officier de l'armée rouge est grièvement blessé. Il s'appelait Sauerbruch, il me semble. C'était un chirurgien réputé, un professeur. J'ai accompagné notre homme pour lui servir d'interprète. Sauerbruch a remarqué que le soldat avait peur. Il lui a dit « Major, ne vous inquiétez pas, j'ai soigné Staline, Mussolini et Hitler. Je devrais m'en sortir avec vous aussi. » Ferdinand Sauerbruch, médecin-chef de l'hôpital de la Charité de Berlin, est le plus grand chirurgien allemand et une réclame vivante pour la zone soviétique. Les occupants utilisent l'art et la culture pour transmettre leurs valeurs aux Allemands. Des danses folkloriques chorégraphiées par Pavel Virsky.
les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Les forces d'occupation savent que la rééducation des Allemands doit commencer par eux. Ils ont grandi sous le régime nazi, ils ont vu la guerre et le chaos. Ils sont désorientés et souvent déracinés. Le plus grand problème, c'est l'éducation. Jamais on ne pourra sortir les idées nazies de la tête de certains adultes, en particulier ceux qui vivent loin des zones dévastées. Mais les enfants, pour eux, ces paysages désolés sont un merveilleux terrain de jeu. Les armes abandonnées semblent avoir été spécialement conçues pour leur divertissement. Il y a des Allemands qui savent que ça ne peut pas durer, qu'il faut former des professeurs pour enseigner aux enfants qu'il y a autre chose dans la vie que le nazisme et la guerre. Mais là encore, le problème est complexe. Les écoles sont en ruine, les professeurs trop rares, les enfants trop nombreux. Et tandis que les mois passent, les enfants grandissent et ressemblent de plus en plus à leur père. On ne peut pas se permettre de les laisser mariner dans leur propre jus. Il fallait décider qui nous allions choisir de soutenir au sein de la population allemande. Les jeunes, bien sûr. L'armée américaine lance son programme pour la jeunesse allemande. Les GIA en permission font découvrir aux enfants traumatisés par la guerre le mode de vie américain. Baseball et blue jeans. Les nouvelles valeurs sont bien conditionnées et les ex-jeunesses hitlériennes sont rapidement conquises. Quant aux jeunes filles, elles découvrent la vie rêvée de la femme au foyer américaine. Mais les États-Unis ont d'autres plans. L'Allemagne a besoin de lecture, de nouveaux livres et de nouveaux éditeurs. Pour créer une maison d'édition, il faut la permission du gouvernement militaire. Après tout, il fallait rééduquer et réorienter non seulement les enfants dans les écoles, mais aussi les adultes. On a progressivement délégué la tâche à des Allemands de confiance. Et on leur a donné une base financière. Il ne devait y avoir aucune compétition des anciens éditeurs nazis. Ils avaient le monopole. De plus, le papier manquait et on contrôlait la production. Ce sont les vainqueurs qui publient les journaux, mais très vite, ils cherchent des Allemands pour créer leur propre presse libre. Je venais sur place. J'ai d'abord rencontré le gouvernement militaire et je leur ai expliqué pourquoi j'étais là. Ensuite, j'ai rencontré les Allemands, des hommes politiques, des banquiers, des hommes d'affaires, des ecclésiastiques. Et je leur ai parlé de mon projet. C'est eux qui m'ont donné des noms. Mais on passait aussi des annonces à la radio pour prévenir les gens de ma venue. J'avais un bureau où je faisais passer des entretiens. Ce n'est pas une presse d'État, mais une presse privée qui se développe dans la zone américaine. On n'a pas donné d'argent à ces gens. Ils devaient se débrouiller seuls, au moins pour les journaux. On ne leur a apporté aucun soutien financier, ni rien de ce genre. Gene Mater et son équipe travaillent bien. Les magazines et les quotidiens se multiplient dans les petites villes et les métropoles de la zone américaine. Les licences sont remises en grande pompe par le gouvernement militaire. On ne voulait pas que ce soit la continuation de ce qui existait auparavant. On voulait créer quelque chose de nouveau et de différent. Les forces d'occupation des zones occidentales donnent aux Allemands la clé de la démocratie, la liberté de la presse. Notre volonté de créer une presse libre en Allemagne et notre insistance à ce que sa liberté soit totale ont été récompensées de bien des manières. Livres, journaux, films, radio marquent la naissance d'un nouvel esprit et d'une nouvelle musique.
La station de radio de Munich a elle aussi été détruite en partie. Mais pendant les travaux de reconstruction, les salles intactes sont utilisées pour préparer et diffuser des programmes riches et variés. Voici un cadeau musical que nous font deux invités. It's every Sunday morning, dear, when I am by your side. We'll hop into the wagon and off we will ride. Wait for the wagon, wait for the wagon, wait for the wagon and we'll all take a ride. Sous l'influence des Alliés, une autre Allemagne voit le jour. De nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouveaux espoirs animent la population. Les prisonniers de guerre libérés rentrent dans un pays qu'ils ne reconnaissent plus. C'est un nouveau départ.